Bonjour tout le monde. Nos rencontres du matin se poursuivent donc et nous aurons aujourd'hui, si la connexion le veut bien, avec nous Aïcha Maki, dont on a vu hier le film. J'espère que nous arriverons à la joindre pour évidemment poursuivre le débat que nous avons eu en salle hier, parce que nous avons beaucoup de questions à lui poser et nous aimerions en savoir davantage sur ce très beau film. Mais nous avons aussi, j'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés cette fois-ci, puisque il a accepté très aimablement de venir jusqu'à Apt accompagner son film et discuter avec nous, Lionel Doigbe, réalisateur du court-métrage, moyen-métrage. On va dire, oui, on appelle ça aussi moyen-métrage, c'est-à-dire un court-métrage qui est un peu long, Mort et Cache, qui est déjà passé à Jukas hier ou avant-hier, je pense. Avant-hier. Avant-hier. Oui. Et qui passe aussi aujourd'hui en prison. Oui, à la prison. Oui, là, à la prison. Oui. Et qui passera aussi demain. Demain, oui. Demain, mardi, en salle. Alors, en attendant Aïcha Maki, que nous essayons de joindre, elle est actuellement au Niger. Lionel, j'aimerais bien donc revenir avec toi sur ce film très particulier, très intéressant, qui traite d'une question, oui, apparemment grave, puisqu'il s'agit de la mort, du rite funéraire, mais ça a donné quelque chose de joyeux, d'agréable, etc. Voilà. Donc nous sommes déjà en salle, posé des tas de questions. Avant d'arriver au film, avant de parler du film lui-même, à proprement parler, j'aimerais qu'on fasse connaissance un peu plus avec toi et te demander de nous donner quelques éléments biographiques sur ton parcours, sur tes études et qu'est-ce qui t'a amené au cinéma. Ok. Merci Taha et merci à vous aussi d'être présent à cette causerie. Et pour me présenter, je dirais que je suis Lionel Doigbe et je viens du Bénin. J'ai fait des études cinématographiques un peu comme par hasard parce que je cherchais ma voie. En fait, moi j'ai fait le bac au Bénin à une époque où, quand tu es fils d'enseignant, tu es obligé d'avoir le bac, même si tu ne sais pas ce que tu vas faire après avec quoi. Donc du coup, moi je me suis retrouvé en 2005 avec un bac, ici en France on dirait scientifique, mais c'est un bac D. C'est-à-dire que les matières prioritaires, c'est la biologie, c'est les physiques, c'est les maths. Et mon père m'a obligé à le faire parce que moi je crois que je suis plus à l'aise en littérature, je suis d'obédience littéraire pour ce que je crois. Mais bon, mon père, voilà, c'est un professeur de lettres, à son avis, c'est-à-dire quand on fait des études de lettres au Bénin, au mieux on devient un enseignant, quoi. Et voilà, donc du coup, c'est parce qu'il voulait pour moi, il voulait que j'aille au-delà de... Mais il faisait quoi, ton papa? Il est enseignant, il enseigne l'anglais. L'anglais? Oui.
D'accord. Et donc, du coup, il voulait que j'aille au-delà de ça, quoi, ne pas finir enseignant comme lui, parce que il estime que c'est, comment je vais dire, c'est ingrat comme métier. Bon, bref. Et moi, voilà, j'aime pas les mathématiques, j'aime pas les physiques, j'ai eu un bac D quand même. Et après, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire en sociologie, le temps de penser à ce que je vais faire de ce bac-là et de ma vie. Et, et vers la fin de cette première année universitaire 2005-2006. Mais pourquoi tu as choisi la sociologie? Oh, parce qu'il n'y a pas les mathématiques là-bas. D'accord. Ouais. Ah ouais. Oui, je voulais fuir l'essence, quoi, au mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la sociologie. Tu vois, il y a deux, comment je vais dire, il y a deux options. Soit tu vas dans les sciences juridiques, soit tu vas en sociologie. C'est là, ce sont ces deux, comment je vais dire, deux facultés qui accueillent le grand nombre de doctorats, de baccalauréats, en tout cas de bacheliers qui ne savent pas quoi faire, quoi, en fait. Donc, droit et sociologie. Oui, droit et sociologie, là-bas c'est pléthorique. C'est la Chine, on appelle ça la Chine populaire. C'est deux. On appelle ça comment? La Chine populaire. La Chine populaire? Oui, ça prend tout. D'accord. Et donc, du coup, voilà. Donc, je me suis inscrit en sociologie. Et comme l'année scolaire, l'année universitaire tendait à sa fin, il y a une école de cinéma qui a ouvert ses portes au Bénin. Ça s'appelle Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. C'est privé, c'est cher. Voilà, moi j'ai dit, bon, j'aime bien regarder les films, pourquoi ne pas apprendre à les faire? J'ai dit à mon père que ça m'intéressait. Et donc, du coup, voilà, il s'est saigné pendant 3 ans pour me payer des études de réalisation. Et j'ai pu avoir une licence professionnelle en 2009. Et voilà, et vous savez, le cinéma, ce n'est pas pour les enfants de pauvres. Donc, du coup, j'ai commencé à me chercher entre 2009 et 2000, je ne sais pas. En tout cas, je me suis beaucoup cherché. Et finalement, j'ai rencontré l'association DocMonde dans ma pérégrination, j'ai rencontré l'association DocMonde et j'ai commencé un parcours documentaire en proposant un sujet qui est même né et avec l'enterrement de mon grand-papa. Et j'ai vu mon père à l'œuvre et je me suis dit, il faut que je documente le rapport entre l'argent et puis la mort en tout cas dans notre Porte-Novo, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que voilà, j'ai fait des ateliers documentaires pour me spécialiser parce que l'école que j'ai faite, c'est une école un peu plus axée sur l'écriture de la fiction. Et voilà, nous, on n'a pas les moyens de faire des fictions. En tout cas, j'ai découvert dans le documentaire un cinéma plus abordable pour moi. Je ne suis pas obligé de galérer dans les convictions pendant des années avant de faire un film. J'ai un tout petit matériel, j'ai des gens avec qui j'ai fait les 400 coups qui me comprennent à demi-mot et puis voilà, on y va avec nos petits moyens, quoi. Et on fait nos films de la sobriété, comme je les appelle. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Et donc, l'idée de faire ce film est venue à la suite de la mort de ton grand-père? Oui, oui. C'est la mort de mon grand-père qui a inspiré le film. Je l'ai même remercié à la fin du film. Ça, oui. Et voilà, donc du coup, j'ai eu l'occasion de faire le film à la mort de cette dame-là qui m'a permis de faire le film. Voilà, donc c'est ça. Oui. Voilà, l'idée, si vous voulez que je développe davantage, c'est que l'idée... Oui. Moi, je viens de Porto-Novo. Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin. Ce n'est pas la vitrine, mais c'est la capitale politique du Bénin. Et nous, là-bas, nous avons une perception de la mort qui fait que ça devient une célébration à la fin. Surtout quand la personne a la chance d'avoir un grand âge. C'est-à-dire que pour nous, c'est que cette personne a rejoint sa famille, ses aînés qui l'ont précédé dans l'au-delà. Et donc, du coup, il faut l'accompagner avec les honneurs que mérite son âge. Et donc, du coup, ça donne lieu à de grandes fêtes. Pardon. Ah bah, elle arrive, elle vient de disparaître. Bonjour Aïcha. Bonjour. Alors nous avons eu le plaisir de voir votre film, comme vous avez dû vous en rendre compte, si vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Nous l'avons projeté hier et je pense qu'il repasse aussi encore aujourd'hui.
Et nous en avons parlé dans la salle. Nous avons beaucoup échangé entre nous et il y a évidemment beaucoup de questions qu'on s'est posées et auxquelles évidemment vous seuls êtes en mesure de répondre. Voilà, donc voilà, là on n'est pas, il n'y a pas que Lionel et moi, je ne sais pas si elle voit la salle, en tout cas, si, je vois la salle, en fait, voilà, tout le nous monde. avons devant nous des spectatrices et des spectateurs très assidus qui vous poseront des questions. Ben, on va commencer peut-être par le début, parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur... nous savons que vous êtes sociologue, vous avez fait des études de sociologie. Nous avons vu vos films précédents, nous les avons montrés aussi à Apt. Et nous connaissons vos préoccupations, mais nous savons que vous êtes vous-même originaire de Zinder, de cette ville, mais nous nous sommes interrogés sur la genèse du film, le temps que ça a pris, comment concrètement vous avez, vous, fait pour vous faire accepter dans cet endroit, quand même, qui n'est pas du tout évident, par cette population qui pourrait poser des problèmes, surtout pour une femme. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations précises sur ça, sur la genèse, l'idée, comment elle est venue et comment vous avez fait pour arriver à commencer votre tournage? Ok, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être à Apt, même sans y être. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites pour mettre en lumière le travail que nous faisons. Zender, il faut le rappeler, c'est un projet qui est né suite à une discussion que j'ai eue. Je suis allée aux États-Unis dans le cadre d'un travail que je fais en fait de volontariat dans un programme de l'USAID. J'étais volontaire par rapport aux questions de comment gonfler l'extrémisme violent. Et je suis arrivée, un jour, on était en plein panel quand un journaliste m'avait posé la question par rapport à un phénomène qui s'est passé dans ma ville natale, mais que j'ignorais ou que j'entendais parler, mais de façon assez timide. Donc, c'était vraiment une peinture assez obscure, sans lueur d'espoir, qui a été brossée dans cet article par un journaliste qui disait qu'au niveau de la ville des Zinder, il y avait un marché d'Olé que je connais, qui n'est pas loin de chez moi, qui est le recrutement de Boko Haram se faisait là-bas. Ça m'a flippé. Dès que je suis rentrée à l'hôtel, j'ai appelé les membres de ma famille, j'ai demandé, ils m'ont dit oui, le phénomène existe, c'est des jeunes en fait qui font la violence du quartier Karakara, mais nous ne sommes pas informés par rapport à cette information, par rapport au terrorisme à Zinder. Donc quand je suis revenue de mon voyage, j'ai commencé à faire des recherches timidement. Je me suis rendu compte qu'il y avait même des mémoires de fin d'études qui ont été consacrées à ces phénomènes. Il y avait des thèses qui étaient aussi en écriture. Il y avait des articles de presse nationale et internationale. Donc, je suis partie à Zinder, qui se trouve à 1000 km de là où j'habite actuellement, à Niamey, la capitale. Donc, j'ai commencé à rencontrer des jeunes, à discuter avec eux par rapport à ces phénomènes, pour comprendre l'ampleur. Excusez-moi, le phénomène du terrorisme là-bas. Non, le phénomène de la violence plutôt de ces gangs-là, en fait. Il y a des gangs un peu partout. Oui. Il y avait même une cartographie de ces gangs qui a été dressée par un chercheur qui a un cabinet de recherche via l'UNICEF, qui avait cartographié 1 millier de gangs comme ça, oui, qui ont des tentacules un peu partout dans la ville. Et donc, je me suis, entre guillemets, amusée à aller rencontrer certains gangs, en fait, dont le nom m'évoque quelque chose, soit de par leur violence ou de par des adages que je connais, mais je voulais comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Et de fil en aiguille, après 2 ans de travail en fait entre lecture, entre des va-et-vient en fait pour aller dans la ville prendre la température de ce qui s'est passé. 2 ans, vous avez dit? 2 ans, oui, de travail, vraiment des lectures et autres. Donc j'ai commencé en fait à m'intéresser à un des gangs, particulièrement celui Hitler, qui se trouve dans un quartier Karakara, qui est historiquement un quartier des lépreux, parce que c'était dans les années 70, l'État avait décidé de créer dans cette ville-là un village contigu à la ville pour recaser tous les gens du Niger qui étaient atteints de la lèpre.
Donc après, il y avait des catholiques qui sont venus pour implanter un hôpital de la peau, de dermatologie, pour soigner cette lèpre-là. Mais après, il n'y avait plus eu de retour en fait de ces communautés-là, parce qu'il y a la stigmatisation qui devenait de plus en plus accrue pour toute personne qui a fait un séjour dans ces villages à l'époque Karakara. Et avec la conurbation, la ville s'agrandissait, la ville des Inders. Et plus la ville s'agrandissait, en fait, elle devenait frontière à ces villages-là. Et plus la connexion. Ouais, c'est ça. ces villages comme ça, allô? Oui, ça a coupé oui. un peu, ça a coupé pendant 30 secondes. Voilà, et donc c'était comme ça en fait que chaque fois que la ville s'agrandissait, le village était repoussé jusqu'à ils sont arrivés à une limite en fait là où on ne peut plus bouger. Ces villages d'antan qui est devenu aujourd'hui une des 5 communes de la ville des Inders. Et donc moi, jamais allé dans ces quartiers parce que tout ce qu'on racontait autour de ces quartiers, c'était pour moi une sorte de fable de La Fontaine en fait, comme l'histoire du loup et du l'agneau. raconter. Donc impossible pour à Karakara parce que tout ce qu'on raconte c'est l'histoire de la lèpre, c'est l'histoire de la contagion, ce qui faisait que même étant jeune, j'avais participé entre guillemets de façon indirecte à cette systématisation parce que quand ils venaient mendier à dos d'âne pour ceux qui ont perdu un bout de bras, un bout de main, Oui. quand nos parents nous demandaient en fait de leur donner à manger, soit un peu du riz ou bien de la nourriture, en fait ma soeur et moi on s'amusait à ouvrir leur sac avec 2 bouts de bâton pour ne pas avoir un contact. Parce qu'on raconte qu'avoir un contact avec eux, ça pouvait faire en sorte qu'on devienne le peu aussi. Ça, je vous parle déjà, j'avais dans les 6-7 ans. Oui. Et donc, quand j'ai pris l'ampleur du problème de ces phénomènes-là, j'ai voulu aller pour la première fois traverser la frontière qui existe entre eux et nous pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'était à mes 30 ans donc. J'avais 30 ans quand j'ai décidé la première fois d'aller dans ces quartiers-là et j'ai commencé à discuter avec ces jeunes. J'avoue que ça n'avait pas été facile au tout début parce que j'étais une intruse. Je venais dans un quartier là où j'étais pas la bienvenue du simple fait que j'habite de l'autre côté de la ville. Donc, ils considèrent que tous les gens qui sont de l'autre côté, c'est des gens qui ont eu tout le bénéfice, en fait, de l'État, tout le bénéfice de la vie en société. Et effectivement, je suis d'accord avec eux. Parce que contrairement à eux, moi, j'ai eu la chance d'avoir un certificat à la naissance qui m'a permis non seulement de naître, comme on appelle ça, et dans une maternité, mais plus tard qui m'a donné aussi le droit de m'inscrire, en fait, d'être inscrite à l'école. Ce n'est pas le cas de ces enfants qui ont été, dès le berceau, en fait, stigmatisés. Ils n'ont pas eu droit à quoi que ce soit. La plupart sont nés sous forme des apatrides de l'intérieur parce qu'ils n'ont pas d'acte d'état civil, donc non enregistrés. Et ce qui faisait qu'il y avait une distance entre eux et nous. Et je pus, au bout de quelques années... Excusez-moi, c'est-à-dire ils ne sont pas carrément inscrits dans le registre de l'état civil, c'est-à-dire ils n'ont pas... Pour la plupart, et certains qui l'ont eu, ils l'ont eu étant grands. C'est quand il y a des élections présidentielles qui s'approchent, les politiques avaient compris que ça peut être une sorte d'obale, en fait, d'offrir un acte de naissance à quelqu'un et de garder son récépissé pour voter à sa place. Et donc, il y a d'autres qui ont commencé à avoir des actes d'état civil. Étant grand, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, la première fois que j'ai eu ma nationalité et mon acte de naissance, j'avais 23 ans. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une sorte d'apatridie de l'intérieur. Donc, il y avait tous ces problèmes qu'ils ont accumulés qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ils étaient révoltés contre toute la société, tous les gens qui étaient de l'autre côté de la frontière. Et qu'est-ce qu'ils appellent la frontière? Quelque part, quand il y avait eu la question de la rénovation des villes, oui. Au niveau de la ville des Inders, ils ont mis des pavés au niveau de grands quartiers. Et j'avoue que quand ils sont arrivés dans un quartier qui s'appelle Sabongari, c'est-à-dire la nouvelle ville, c'est comme le nouveau Zender en fait, ils ont arrêté les pavés nets au niveau de la frontière qui sépare Sabongari à Karakara. Il n'y a que Karakara, là où il n'y avait pas eu les pavés qui ont été mis. Il n'y avait pas de courant. Donc, le village était sombre
Et jusque-là, il y a beaucoup, en fait, qui s'alimentent en électricité grâce aux ampoules chinoises qui sont confectionnées que les gens pouvaient accrocher. C'est le cas quand vous avez vu avec Signa qui se déplace avec son énergie pour aller aux toilettes et consort. La plupart des gens, c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à avoir droit à l'électricité. Donc, comme je le disais, je reviens un peu en arrière. Oui. C'était pas facile au début. Donc, au début, c'était quelle année? Au début, c'était quelle année exactement? Au début, c'était en 2016. C'est ça. Après ces fameuses émeutes-là, quand il y a eu ces manifestations, après le... Non, c'était en 2015-2016 quand il y avait eu les émeutes, en fait. Oui, Les émeutes de Charlie Hebdo qui m'ont ouvert les yeux par rapport à cette violence dont on en parle, oui. mais que tout le monde, en fait, ne voyait pas venir comme tel. Quand il y avait eu les émeutes de Charlie Hebdo, oui. Je me suis décidé, en fait, en ce moment-là, en me disant, bon, c'est le moment d'y aller. Il y a plus, comment on appelle ça? Il y a plus à attendre, en fait. C'est en ce moment que j'ai vraiment foncé. Mais sinon, bien avant, je commençais à faire les recherches. Je finissais Arbre sans fruits, j'ai commencé à faire les recherches sur le phénomène du palais. Mais en 2015, quand il y a eu l'attentat Charlie Hebdo et qu'il y a eu des ripostes au Niger, particulièrement à Zender et à Niamey avec les émeutes, je suis allé à fond et c'est en ce moment que j'ai commencé à avoir des contacts avec eux. Je suis passé de quelqu'un qui était craint, de quelqu'un qui n'était pas la bienvenue, de quelqu'un qu'on enfumait avec du hashish, expressément pour me décourager par rapport à mon projet, à quelqu'un qui a acquis une sorte de statut de protégé. Parce qu'à un moment donné, vraiment, le gang me protégeait par rapport à d'autres gangs extérieurs qui trouvaient en moi, en fait, pour d'autres, juste quelqu'un qui veut les infiltrer pour savoir les différents... comment on appelle ça? Le gang qui vous protégeait, c'est le gang Hitler, c'est ça? C'est le gang Hitler, oui. C'était vraiment le gang Hitler et il y avait eu... une sorte de sympathie qui s'est créée, donc ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai commencé à aller passer la journée chez certains de mes personnages, à me balader dans la ville avec eux, comprendre un peu l'architecture du village et comprendre aussi en fait un peu la mentalité et. Mais comment vous expliquez cette sympathie que vous avez rencontrée auprès de ce gang-là par rapport aux autres? Mais moi je pense que la méthode d'approche a été pour quelque chose. Oui. Je suis allé, comme je l'ai dit, en fait, ils ont compris, ils m'ont testé plusieurs fois. Hein. Il y a des moments où ils venaient avec des armes, en fait, planquées dans le pantalon, dans la chemise, oui. Avec un bout visible pour que je vois, pour être intimidé. Oui. Mais j'ai résisté quand même. Il y a des moments où on m'enfume complètement avec du hashish. Je rentre saoul à la maison. J'avais des tournis, je tournais autour de moi-même. Mais cette période était passée et ils ont fini par comprendre, en fait, mon travail. Parce que j'ai organisé une projection au Centre culturel franco-nigérien des Andes, là où je les ai invités à venir voir 2 de mes films, Arbre sans fruits et Savoir faire le lit. Et ils ont commencé à s'intéresser, à me poser des questions par rapport à comment je fais pour faire des films. Oui. C'est là où j'ai expliqué qu'avec vous, c'est ce que je compte faire. Pas venir vous raconter, prendre des images et mettre une voix off, mais venir discuter avec vous, m'expliquer quelque chose, votre vécu, là où vous allez, qu'est-ce que vous faites au quotidien et les portes ont commencé à s'ouvrir timidement. En fait, ils ont commencé à avoir un peu de confiance et avec des questions qu'ils me posaient. Et j'avais commencé à faire des va-et-vient entre Niamey et Zender. Presque chaque 2 mois, je m'y rendais au moins une fois. Et donc, du coup, ça a commencé à s'ouvrir. Et quand j'allais chez eux, en fait, oui. Je partais toute seule. Juste, je prends un taxi moto qui m'amène et qui me laisse là-bas. Toute seule? Toute seule. Une façon de leur dire, en fait, mon sort est dans vos bras, en fait. Je m'abandonne à vous. Et donc, quand je finis, je demande à quelqu'un qui a une moto, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des taxis moto pour me ramener chez mon père? Oui. Timidement, il y a toujours quelqu'un qui me dit, soit on va t'accompagner à pied à la frontière, tu prends ton taxi moto, ou bien il y a un volontaire qui me dit, ok, je t'amène. Et donc, quand il m'amène, je le fais rentrer chez mon père, je lui donne à boire, je le fais s'asseoir, on discute quelques moments. Je sais que quand il va retourner, il va rendre compte aux autres pour dire elle est des Zender. Je vis sa famille, je vis voilà sa grande famille et tout. Donc timidement, il y avait une confiance qui s'est installée et ils ont compris que je suis de la ville. Je ne viens pas pour voler des images, mais plutôt je m'intéresse effectivement à leur vie parce que je partageais un repas avec eux, je partageais les mêmes verres de thé avec eux petit à petit, timidement. Jusqu'à ils ont ouvert complètement leurs portes à moi et on a commencé à faire comment on appelle ça. J'ai commencé à faire des repérages avec mon appareil photo
Ça n'est suivi avec Et ma caméra. vous avez commencé à faire des repérages quelle année? J'ai commencé à faire des repérages en 2017, je pense. 2017, des repérages filmés. D'accord. Mm. Ok. Et donc, de 2017, quand est-ce que, et le tournage lui-même, il a commencé à quand? On a commencé le tournage avec l'équipe en fait en 2018. On a fait un premier tournage en 2018, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Et après, on a bouclé la veille des fermetures des frontières quand la COVID-19 avait commencé. C'était en 2019, je pense, qu'on a fait le dernier tournage. Oui. Quand vous dites frontière, parce que moi, je n'ai pas très bien compris, c'est vraiment une vraie frontière avec... c'est-à-dire, on ne peut pas la traverser. Ça veut dire quoi, frontière? Quand je parle de frontières, parce qu'en fait, dès que vous arrivez au quartier, il y a des signes. Il y a la fin du pavé. Oui. Il y a aussi, en fait, la fin des, comment on appelle ça, des poteaux électriques. D'accord. Mais enfin, les gens peuvent librement passer d'un côté à l'autre. Bien sûr que les gens peuvent aller, mais les gens n'y vont pas. Moi, par exemple, je suis allée à mes 30 ans, alors que tout ce que je savais de Caracara, c'était un quartier qu'on nous raconte, et que je voyais à mon enfance, en fait, deux citernes qui montaient la colline pour aller leur ramener de l'eau à boire. Parce que c'est une citerne, c'est des citernes que j'ai l'habitude de rencontrer. Quand j'allais à l'école, j'étais à l'école primaire, on se croisait, en fait. On se croisait avec les citernes, en fait, nous, on descend, et les citernes montent, en fait, pour leur ramener de l'eau à boire. Parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de robinet là-bas. Il n'y avait pas de courant, donc c'était deux citernes par jour qui partaient pour leur ramener de l'eau. Chacun venait avec son récipient prendre la ration, en fait, journalière, et il faut demain. Et eux, ils n'osaient pas traverser, rentrer en ville? Si, ils venaient, en fait, pour mendier. Oui. La plupart venaient pour accompagner leurs parents pour mendier, en fait, la pitance quotidienne. Soit dans le marché, dans les gares ou dans les maisons. D'accord. Donc vous dites, c'était en 2018, vous avez commencé le tournage, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous l'avez fini, vous dites, au moment de la fermeture des frontières? C'est ça. Et ça, c'était quand, la fermeture des frontières? Je pense que c'était, pour être exact, c'était en fin 2019, début 2020. D'accord. Et alors, l'équipe, alors au début, si nous avons bien compris, vous étiez seul, vous vous êtes rendu plusieurs fois toute seule pour créer cette relation de confiance. Après, quand vous avez commencé le repérage, j'imagine, vous étiez aussi accompagné ou pas pour le repérage? Non, je n'étais pas accompagné pour le repérage. Une fois, on est allé avec Ousmane. D'accord. Mon producteur, en fait, Ousmane, qui est malien, mon producteur, une fois, je suis venu avec lui pour aller, en fait, visiter. On a fait un repérage aussi avec lui quand on voulait faire un trailer. Mais toutes les fois où je suis partie toute seule. D'accord. Mais pour le tournage, évidemment, il y avait une équipe. Pour le tournage, oui, on avait une équipe qui était très réduite. J'étais, moi, mon chef op et le cadreur. Il y avait Ousmane qui était là sur le terrain avec nous, mais il n'était pas tout le temps sur le terrain. On le faisait venir en cas de besoin. Et, donc, le son alors? Oui, il y avait le son et il y avait la caméra aussi. Voilà. Quelqu'un pour le son, quelqu'un pour la caméra et le producteur. Et vous? C'est-à-dire et moi. 4-5 personnes mais le maximum. Le producteur n'était pas partout. Par exemple, il y a des moments... Parce que Ousmane n'était pas là tout le temps, oui, donc elle était avec son chef op et son preneur de son. D'accord. Oui, parce qu'on s'est posé la question hier, je ne sais pas qui dans la salle a dit est-ce qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens. Nous, on a supposé que l'équipe était effectivement réduite. Ouais. Tout à fait. D'accord. Et alors, quand vous avez commencé à tourner, vous avez déjà choisi les personnes sur lesquelles vous avez focalisé votre regard, ou comment ça s'est passé ça? Si, ça, absolument. En fait, tout ce dont je n'étais pas certaine, en fait, c'est qu'est-ce qui devrait se passer sur le terrain, mais j'étais certaine de qui je voulais suivre et à quel moment et où. J'avais les lieux parce que je suis pour la route du carburant, par exemple, j'ai déjà fait 2 fois le trajet avec eux.
pendant que je faisais le repérage, je connais le quartier là où je devais tourner. Je sais quel personnage, en fait, je devrais suivre. Ça, absolument, je savais. Mais par exemple, je savais pas que certains des personnages secondaires allaient être en prison. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé après le premier tournage. Donc, quand je suis retourné pour un repérage approfondi pour continuer à écrire le projet, c'est là où je me suis rendu compte, alors que je communiquais avec eux. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je voulais faire une réunion avec vous pour voir l'évolution des choses et tout, vous en êtes où par rapport à la société. Et c'est là où un me dit, nous, on est en prison. Je dis, mais comment je comprends pas? Il me dit, oui, oui, en fait, on s'appelle à partir de la prison. Donc, j'ai dû remonter à Niamey pour venir avoir une autorisation d'avoir accès à la prison, pour aller avoir, comment on appelle ça, l'autorisation d'aller discuter avec eux à la prison et aussi d'aller prendre l'atmosphère de la prison. Et plus tard, pour avoir l'autorisation de filmer dans la prison civile. D'accord. Et donc, quand vous étiez sur place, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait que il y avait que vous. Non, en fait, ils étaient là, mais la clause, en fait, avec le ministère de la Justice et le service pénitentiaire, c'était de ne pas filmer la position militaire. D'accord. Aucune. Ouais. Donc, on s'est arrangé pour fermer, comment on appelle ça, plein de références, parce qu'ils ont dit qu'en fait, ils peuvent être victimes d'une attaque terroriste si jamais on dévoile la position, parce que c'est vraiment une prison qui est assez charmante, entre guillemets, les positions des militaires que vous pouvez voir en fait sur des rochers, comme ça en haut, et que vous pouvez voir en fait en train d'escalader le mur, le grand mur en fait qui fait mais vraiment une hauteur de presque, il fait plus de 10 mètres je pense, hein. C'est vraiment un grand mur. Hein. Ouais. Et donc du coup, il y avait un truc du point de vue artistique que j'avais vu, mais qui n'était plus possible, parce qu'il ne faudrait pas en fait filmer la position en fait militaire. Et donc, on a tout fait pour les éviter pendant le tournage. Sinon, ils étaient là. Il y avait vraiment une dizaine, une quinzaine de militaires, mais on s'est arrangé pour ne pas filmer. Du tout pas. Ça, c'était... Oui, oui, oui. Je vous en prie. C'était délicat pour nous de savoir comment les éviter. Parce que pendant qu'on faisait la visite, au même moment, il y avait des gens qui venaient apporter les rations alimentaires aux gens qui sont incarcérés de leur famille. Parce que c'est une ration par jour. Donc, il faut que les familles amènent des rations complémentaires. Donc, il y a vraiment des va-et-vient par moment, voilà. Mais il fallait éviter aussi les gens qui venaient. Ça, c'est la partie dans la prison. Ça, c'est la partie dans la prison. Okay. Et quand vous êtes en dehors de la prison, parce qu'on vous voit aussi discuter avec eux, parfois même la nuit. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas de policiers, vous étiez seul. On était seuls, mais on avait par moment un policier habillé en civil, mais qui n'est vraiment pas dans le rayon là où on filme. Quand on vient dans un quartier, par exemple, qu'on considère qui peut être violent, oui. Parce qu'on était avec Julien, en fait, pour vraiment apaiser sa conscience, oui. On avait un seul militaire habillé en tenue civile, mais vraiment avec un pistolet, mais qui n'était jamais dans le rayon là où on filmait. Et eux, ils ne savaient pas qu'il était là, donc? Non, 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 jamais. Oui. Et vous n'aviez pas peur? Excusez-moi de poser des questions comme ça, un peu bête. Vous n'aviez pas peur du tout? Du tout pas, parce que quelque part, peut-être j'ai dû me faire une cure de ma peur pendant que je faisais le repérage. Pour toutes les fois où j'ai mis les pieds en fait dans ces endroits-là où j'ai frôlé vraiment des fois des bagarres violentes, où je frôlais des sommations avec des tirs à balles réelles. Oui. Pendant qu'on a fait un premier repérage en fait avec une autre équipe qui a eu peur et d'ailleurs qui n'avait pas voulu que je les suive pour les filmer pendant la contrebande. Et donc je crois que j'ai fait une cure de ma peur pour toutes les années de repérage que j'ai passé là où j'avais vraiment comment on appelle ça, la peur au ventre, là où j'étais des moments stomaqué par la peur bleue en me disant je suis rentré aujourd'hui dans tel endroit, mais ce n'est pas évident de sortir. Mais après, je pense que c'était passé. Je me suis tellement, comment on appelle ça, familiarisé avec eux que je me disais, ben écoute, je crois qu'il y a des dangers qui peuvent survenir, mais j'étais vraiment prête à affronter tous les dangers pour pouvoir faire le film. Et il n'y a pas eu des moments où vraiment c'était risqué ou quelque chose
qui s'est passé, qui était un peu limite, ça s'est passé tranquillement, quoi. Quand même, par exemple, quand on allait à la frontière, même ce qu'on a filmé, qui est dans le film là, on a été poursuivi par, comment on appelle ça, la police des frontières, la police mixte en fait, qui est composée des policiers, comment on appelle ça, de la douane, de l'armée aussi, des militaires, parce qu'il y avait une police mixte qui a été mise en place en fait spécifiquement pour contrôler cette zone des frontières, les 3 frontières Niger, Nigeria, Bénin, par rapport à la question du carburant, parce que ça se raconte qu'il y avait beaucoup de trafic autre que le carburant qui sévissait dans la zone. Et comme c'était une zone à haut risque aussi du terrorisme en fait, du coup, oui, on a même été chopé par la police à 3 heures du matin. Il nous a ramenés en fait en poste. On a suivi pas mal de, comment dire, en fait, on nous a questionné, on nous a interrogé par rapport à ce qu'on fait réellement et tout ça. Donc voilà, on a dû être couvert. 2 fois, soit j'ai leur dit, en fait, c'est une fiction qu'on est en train de tourner. On a pris les carburants pour faire genre, mais c'était pas du vrai et tout ça. Et même s'il y a un policier qui a reconnu quand même certains trafiquants, j'ai dit oui, j'ai pris ça parce qu'ils connaissent l'endroit pour nous montrer. C'est une fiction qu'on est en train de montrer. On a des autorisations, on a quelques papiers et tout ça. Il y a des moments où on n'était pas convaincus. Je me rappelle, ils ont pris la caméra. J'ai dit me bagarrer avec eux pour leur demander en fait de nous remettre la caméra, même s'il faudrait nous mettre, comment on appelle ça, des menottes, mais avec notre caméra, pas sans la caméra. Donc voilà, on a eu vraiment quelques couacs aussi, mais on s'en est retiré quand même. Quelques couacs plus avec la police qu'avec les personnages. Avec les personnes, quoi. Les contre... Oui. Oui, beaucoup plus en fait. Oui, d'accord. D'accord, on va après rentrer dans le détail du film, mais en attendant, je suppose, je ne sais pas si vous avez des questions. Lionel, si tu veux, toi aussi. Hein. Non, Aïcha, en tout cas, c'est la 2e fois que je vois ton film et je t'en félicite beaucoup. La question que moi je voulais te poser, c'était sur la temporalité, mais je crois qu'elle a été abordée déjà. Je situe ton tournage entre 2018 et fin 2019, début 2020. Donc je me dis que tu as tourné environ 1 an et que tu as fait 1 an de repérage en amont. Donc du coup, voilà, j'ai les réponses à mes questions, quoi. Voilà. Okay. En tout cas, félicitations encore, c'est un beau film. Oui. On se régale. Merci. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Et le montage, il a pris... enfin, combien d'heures? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le nombre d'heures de rush, globalement? Alors, j'avoue que je ne saurais pas le dire avec exactitude, je ne sais pas. Mais je sais que le temps du montage, comme il y avait la Covid, en fait, il n'y avait plus de possibilité de voyager. Oui. On avait d'abord envoyé les rushs, en fait, les techniciens d'ailleurs qui étaient partis juste parce que c'était les derniers vols qui quittaient Niger. Après, il y avait eu la fermeture des frontières. Il a amené les rushs, on a dû travailler à distance, en fait, presque 6 mois. Mais vraiment presque 6 mois de travail, en fait, mais on n'arrivait pas à bouger parce qu'il y a la question de la langue. Même si c'était, on a d'abord, en fait, traduit toutes les rushs que j'ai sélectionnées, on a envoyé, on a créé un serveur pour continuer à faire le travail à distance, mais ce n'était pas du tout évident. Et il a fallu que je fasse une demande d'autorisation spéciale, même si j'avais un visa qui était en cours, mais il fallait une autorisation spéciale d'entrer sur le territoire français. Donc, j'ai dit avec mes relations, en fait, à partir du Quai d'Orsay, au niveau de Niamey, le visa a été, comment on appelle ça, l'autorisation spéciale a été refusée. Mais j'ai dû, en fait, comment on appelle ça, faire intervenir des connaissances jusqu'au Quai d'Orsay pour avoir une autorisation spéciale à partir de Paris. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et on avait travaillé sur... J'étais là-bas pendant 3 mois pour pouvoir boucler le montage image. Et après, on a fait le montage son. Je suis revenue parce qu'il y avait encore une fermeture de frontières. Je suis revenue et on a dû faire à distance en fait l'étalonnage et le mixage aussi. D'accord. Donc c'était 3 mois quoi de montage, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, ouais.
Oui, d'accord. Oui, Marie-Pascale. Mais 6 mois de dérochage avant, je crois. Oui, Oui. c'est ça en fait. Mhm. Un dérochage vraiment qui nous a pris énormément du temps et de l'énergie parce que il y a des moments où il y avait un petit mot qui n'était pas bien sous-titré, où il y avait une image en fait de mal coupée, là où ça concorde pas. C'était vraiment un travail ardu quand même. C'est comme tisser une toile d'araignée, quoi. D'accord. Et, pardon, Marie-Pascale. Et la langue, c'était quoi la langue que parlent les... C'était en Hausa en fait. Hein? Ça, oui, Tout en est- Hausa. Ah, ça. Oui, d'accord. Ok, c'est la langue un peu majoritaire. Oui, c'est la langue majoritaire. Ok, très bien. Oui, Marie-Pascale. Moi, j'ai une question à vous poser. Je vous remercie aussi pour ce film vraiment très intéressant. Je voulais savoir c'est quoi votre motivation de fond fondamentale qui vous a amené à dépasser votre peur et à vouloir montrer la vie de ces gens parce qu'on sent que c'est pas du tout... Bon, il y a des réalisateurs qui pourraient se faire comme un défi d'aller dans ce genre de quartier, de dire voilà, moi je l'ai fait, etc. C'est pas du tout ce qui émane de votre film. Vous êtes complètement... vous êtes en retrait, vous êtes pas... vous voulez montrer vraiment eux. Et c'est quoi l'objectif, le but, la motivation fondamentale pour aller aussi loin? Vous savez, ces quartiers, je reviens là-dessus encore parce que c'est un quartier quand même qu'on nous a tellement chanté quand on était jeune, mais personne nous a dit, par exemple, l'histoire du quartier en question. On nous raconte juste qu'il y a des lépreux, ils font peur, ils contaminent, mais personne ne nous a dit un jour, à aucun moment, voilà l'histoire de ces jeunes-là. Comment le quartier a été créé, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme injustice sociale, comme stigmatisation pendant toute leur vie. Et moi, les jours où je suis tombée, en fait, je me suis intéressée, je suis tombée sur l'histoire et que j'ai connu l'histoire, j'ai dit, je pense que quelque part pour avoir aussi, entre guillemets, contribué étant jeune, pas en le voulant, mais parce qu'on m'a, les construits sociaux ont fait en sorte qu'en fait, j'ai aussi, comment on appelle ça, contribué par rapport à ces stéréotypes sur ces jeunes-là. J'ai dit, mais je pense qu'en fait, il y a une façon de réparer en racontant aussi l'envers, en fait, de ces décors-là qu'on n'aime pas raconter. Parce que tout le temps qu'on parle des Anders, les gens adorent, en fait, raconter l'histoire de nos fiers guerriers qui ont repoussé la colonisation, l'histoire de nos fiers guerriers qui ont tué des colons qui étaient, comment on appelle ça, très, très violents à l'époque, l'histoire de nos belles bâtisses, en fait, des maisons traditionnelles des Anders. Mais personne ne voulait parler de cet envers du décor-là, de cette ville qui cache une autre ville, en fait, en son sein, des gens qui font partie intégrante de nous, qui sont nos frères aussi, mais qu'on n'aime pas montrer. Pour moi, c'est comme si on a balayé devant nos maisons, en fait, mais au lieu de prendre la saleté, en fait, on considère qu'il y a une saleté qu'on devrait cacher sous sa natte, en fait, et s'asseoir. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais écoute, en fait, il y a un problème. Il y a un abcès, il fallait les crever, ou sinon ça va gangréner tout le corps. C'est soit j'accepte toute amoureuse de ma ville que je suis, de vouloir la raconter dans sa beauté et dans sa splendeur, de la raconter aussi dans ce qu'elle a à son sein de mauvais, pour qu'on prenne conscience du problème qui est là et qu'on prenne des garde-fous par rapport à cela, parce que c'est une grosse poudrière en fait, là où il peut y avoir du tout si on ne prend pas garde. Parce qu'avec la frontière qu'on a tout autour, Algérie, la Libye, le Nigeria, les Cameroun qui ne sont pas loin de chez nous, et avec les sirènes de violence qui sont en train de faire un clin d'œil à toute notre jeunesse, en fait, dépaysée, déscolarisée, des fois même celle qui est scolarisée mais qui n'arrive pas à avoir un emploi. J'ai dit, il va falloir qu'on raconte cette histoire pour que l'État particulièrement prenne conscience. Et les gens qui sont là dans la ville, qui apprennent ces histoires-là sans connaître réellement ces jeunes, mais qu'on se mette à les juger de loin, sans savoir réellement qui ils sont. Il faudrait faire un film, en fait, pour que tout le monde arrive à un moment donné de se regarder dans le miroir et assumer sa part de responsabilité, qui a fait en sorte que cette poudrière a été créée. Parce que personne parmi eux n'a voulu, en fait, soit naître ou être casé dans ces quartiers. Et personne parmi eux n'a voulu être malade un jour pour pouvoir se retrouver dans cette situation-là. Et je me suis dit, le risque, en fait, ça en valait le coup de le prendre. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez, parlez-nous
du dispositif que vous avez créé pour tourner dans le pays et montrer le film pour sensibiliser les gens. Hein. Comment s'appelle déjà cette association? Ciné Nomade, Caravane de la Paix. Ciné Nomade, Caravane de la Paix. Oui? Allez-y. Oui. Ben, c'est un circuit en fait que j'ai mis en place parce que nous n'avons pas de salle. La seule salle de cinéma qu'on a, oui, c'est la salle de Bolloré qui coûte cher par rapport qui coûte cher par rapport au pouvoir d'achat d'un Nigérien qui ne va pas au-delà d'1 € par jour. Et donc, moi, j'ai créé en fait une sorte de cinéma mobile là où je suis en train d'utiliser des canaux qui sont déjà disponibles. J'amène le film dans des quartiers, à la devanture de chez certains chefs de quartier, de certains chefs religieux, pour convoquer les gens, louer des chaises où chacun amène sa petite natte, sa chaise. On vient, on s'assoit, on regarde le film sur grand écran et on discute par rapport à la peur, l'aspiration, le rêve de la jeunesse. Mais aussi, chaque jour qui est fait, il y a une centaine de bus qui quittent la capitale Niamey pour desservir l'intérieur du pays qui est quand même assez vaste. C'est presque 2000 voire 3000 km et il y a un bus qui voyage. Dans chaque bus, il y a un écran de télé. Donc moi, je mets les films là et on a mis un dispositif en fait avec un micro et des baffes. Et quand on regarde les films, en fait, on invoque, comment on appelle ça, et on discute avec les gens. On fait des débats, on donne la parole aux gens pour s'exprimer par rapport à cette question de violence qui a quand même des tentacules un peu partout dans toutes les grandes villes et même dans certains villages de l'ensemble du territoire nigérien. Et donc, combien de villages vous avez fait? Mais en fait, actuellement, on a fait Niamey, on a fait Difa, on a fait Zender, on a fait Maradi, on a fait Dosso. On a 8 régions, on a fait 5 régions, ça nous reste 3 régions. On fait sur des axes, mais aussi on est en train de mettre en place aussi, il y a des jeunes volontaires qui m'ont rejoint, qui ont demandé à voir le film. Ils sont en train de faire des projections chacun dans son quartier. Hier, il y avait eu une grosse projection chez les chefs du village, d'un village Peul, en fait, derrière le fleuve Niger, et qui a vu la participation, en fait, d'1 millier de personnes. C'était incroyable. Ils ont mis juste un écran, je crois, 45 pouces. Oui. Ils ont regardé les films, des gens ont amené leurs chaises, leurs nattes, et ils ont discuté, voilà. Le chef du village a pris la parole pour parler des problèmes similaires qu'ils ont, qui est dans le film Zander, mais qu'ils ont aussi au sein de leur village par rapport à la question de la consommation des stupéfiants, la question des bagarres, en fait, intra et inter, comment on appelle ça, grand été, autour de la jeunesse et tout, la question de l'inemployabilité de la jeunesse et tout. Donc voilà. La dernière projection date d'hier, en fait, d'hier nuit. Hier, oui, il y a eu une projection dans un quartier qui s'appelle Seno, c'est un quartier Peul, là. Peul, oui. D'accord. C'est un village derrière le fleuve Niger. D'accord. Et l'idée, c'est de les sensibiliser aux personnes que vous avez filmées, mais aussi d'une façon plus générale. Dites-nous. En fait, l'idée générale, moi, c'est quoi? C'est de faire remonter en surface la voix de la jeunesse, sa peur, son rêve, son aspiration, pour que l'État, qui est quand même le garant en fait de la vie en société, prenne conscience qu'il n'y a pas qu'à Zender, un peu partout en fait c'est des situations similaires, mais aussi pour tous les projets de développement qui débarquent chez nous sans aucune étude et qui viennent en fait nous venir avec des solutions, comment on appelle ça, avec des projets clés en main qui souvent ne cadrent pas avec la réalité du terrain, avec nos aspirations à nous. Donc, j'ai voulu faire parler ces gens-là, puisqu'à la fin, il y aura le film de la caravane, mais aussi un rapport, en fait, qu'on compte partager avec l'État au plus haut sommet, qu'on compte partager vraiment, amener au niveau de l'hémicycle, au niveau de la présidence, mais aussi partager à toutes les institutions qui sont présentes au niveau du Niger. C'est ça. Donc, vous comptez rédiger un rapport que vous allez remettre aux autorités. Et est-ce que vous prévoyez de leur montrer le film oui. Ils ont vu? Les responsables, je veux dire. Oui, déjà, il faut le dire, à la sortie des Zender, en fait, on a fait la première dans une salle au niveau du centre de conférence Mahatma Gandhi qui a reçu 2065 personnes qui ont vu le film. D'accord.
Et il y avait plein d'autres qui étaient dehors, qui n'ont pas eu accès à ça. Et parmi cette foule devenue nombreuse, il y avait, je pense, une cinquantaine entre ministres d'État, entre députés nationaux, entre ambassadeurs et de représentants des institutions internationales qui étaient là, qui ont vu le film. Et je compte pas m'arrêter. J'ai soumis une demande en fait pour le faire voir lors d'une session, comment on appelle ça, au niveau de l'hémicycle, parce que c'est là la voix du peuple en fait. Oui. Et je compte pas m'arrêter. Et pareil aussi, j'ai une grande ambition par rapport au rapport et au film en fait de la campagne qui va sortir pour le remettre de façon officielle et au président de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, parce que hier, on se posait la question de savoir si ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire à la fin, puisqu'on les voit quand même chercher à sortir de cette situation, à chercher du travail, à se réinsérer dans la société pour mettre fin aux exactions auxquelles ils se livraient. Est-ce que les gens, hier, plusieurs personnes se sont posé la question, est-ce qu'ils ont dit, est-ce que le film a changé quelque chose? Est-ce que après le film, il y a quelque chose qui a été modifié? Est-ce que ces personnes, effectivement, ont continué à suivre ce chemin-là qui se dessine à la fin du film ou pas? La société des gardiennages que j'avais voulu en faire mon fil conducteur, mais qui à la fin, il y avait, Oui. ça n'avait pas abouti comme je le voulais parce que, encore une fois, ils ont été rattrapés par ces passés-là, des gens de la patrie de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas l'état civil pour pouvoir faire une paperasse pour la société. Il y a aussi la question de l'analphabétisme. En fait, une société, comment la gérer quand on ne sait ni lire ni écrire? Comment aller chercher des partenaires? Comment rédiger du contrat de partenariat? Mais grâce à mes démarches, il y a quelqu'un qui a un circuit d'hôtellerie en fait, qui a pu, comment on appelle ça, et créer une société de gardiennage. Oui. Et il a pris une dizaine de jeunes au niveau de Caracara qui aujourd'hui sont en train de faire le gardiennage au niveau de son hôtel et de ses restaurants. Et mieux encore, aujourd'hui, Bao a pu rejoindre l'université en fait grâce à un lobbying qu'on a pu faire. Parce qu'il a un permis poids lourd qu'il a fait pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, il conduit un des bus en fait de l'université des Andes. Donc, il transporte les étudiants en fait. De qui vous parlez, pardon? Bao. Bao. Ok, d'accord. Ouais. Bao. Oui, oui. Il continue en fait. À un moment donné, il y avait eu une loi interdisant carrément la vente de l'essence, mais l'État s'est ravissé parce qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'à chaque fois, par exemple, au niveau de toutes les villes frontalières avec le Nigeria et le Bénin, quand la question de l'interdiction comment on appelle ça, du carburant intervient, il y a la recrudescence des violences et des crimes, en fait. Parce que c'est une activité, mine de rien, même si elle est illégale, elle permet quand même de canaliser notre jeunesse perdue pour qu'elle n'arrive pas à traverser les frontières et aller vers le terrorisme. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y a, comment on appelle ça, il y a beaucoup de crimes qui surgissent, il y a beaucoup de comment on appelle ça, des grands banditismes qui ressurgissent. Donc, ils se sont ravisés en se disant oui, pourquoi? Et là aussi, on a levé la voix parce qu'on se disait, ok, d'accord, vous voulez interdire la vente du carburant, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution après? D'accord. Comment vous allez consommer ces milliers? Par exemple, aujourd'hui, si je prends la jeunesse des Anders, à plus de 80%, en fait, elle s'adonne à ces trafics-là. Et c'est ça qui permet de maintenir beaucoup de familles, en fait, dans la dignité. Et si jamais on ferme, par exemple, ces trafics, qui d'ailleurs, moi, j'appelle pas trafic parce que c'est notre essence qui est prise, en fait, détournée et qui traverse juste une espèce de bande appelée frontière et qui nous revient, en fait, pour nous la revendre d'ailleurs moins cher. Et aujourd'hui, quand vous prenez même les services de l'État, même la douane et la police qui va aller, en fait, pour s'approvisionner. Suivre cette jeunesse-là pour les trafics. Et même, en fait, ils consomment du carburant, en fait, de la fraude. C'est ça, tout à fait. Je vous en prie, monsieur. Oui. Je voulais savoir, bon, d'abord bravo, parce que arriver à pénétrer dans l'intimité de groupes aussi fermés et aussi dangereux, c'est un exploit et on vous en félicite.
Je voulais savoir combien il y avait à peu près d'habitants dans cette agglomération. Et on est un petit peu étonné de voir qu'il n'y a pas de dispensaire gratuit, qui soit obligé de payer pour justement se faire soigner. De même, l'école aussi est payante, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Alors qu'en fait, ça serait la base justement pour arriver à sortir de cette précarité, ça serait justement d'avoir une santé, disons, gratuite et à la portée de tous, et une scolarité qui leur permettrait justement de sortir un petit peu, à partir de cette jeunesse justement, de sortir un petit peu de ce marasme. Oui, effectivement, en fait, je n'ai pas le chiffre exact de cette commune, mais je sais que c'est la plus grosse commune, en fait, en termes de... Je crois qu'en termes d'agglomération, c'est une commune qui fait presque 3 fois plus que ma commune à moi. C'est une grosse commune et effectivement, je suis d'accord avec vous. Tout le problème, en fait, aujourd'hui, pas qu'au niveau du Caracara, un peu partout, il y a la question, comment on appelle ça, de la mauvaise gouvernance. Il y a la répartition inéquitable, en fait, du bien, qui fait qu'il y a beaucoup de frustration. Si pour amener un enfant à l'école, il faudrait penser déjà presque chaque semaine comment mettre la main à la poche pour donner les cotisations du COGES. Le COGES, c'est le comité de gestion des écoles, comment on appelle ça, des écoles. Donc, le COGES qui a été mis en place depuis que le système d'IPAS, le programme d'ajustement structurel est passé au Niger. Donc, c'est les familles qui contribuent pour prendre en charge la construction des classes en paillotes parce qu'elle n'a pas suffisamment de classes en matériaux définitifs. Donc, chaque année, il faut faire des classes en paillotes pour les élèves. Donc, il faut contribuer pour ça, cotiser. Et chaque année, il faut aussi se cotiser, en fait, souvent pour prendre en charge certains enseignants, pour payer de la craie. Donc, pour quelqu'un qui arrive à peine à avoir 1 euro par jour, vous imaginez s'il a 5 enfants et qu'on lui demande chaque semaine de débourser par enfant 3 à 4 euros. C'est énorme, en fait, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent l'école à un bas âge parce que tout simplement, ce n'était pas possible. Vous faites les choix entre vous nourrir et vous amener à l'hôpital en cas de maladie ou de garder vos enfants à l'école et ne pas manger. Et je pense que le choix est vite fait, quoi. Ce qui fait que dans beaucoup de quartiers comme Caracara et plein d'autres, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'école ou qui arrêtent leur scolarité par manque de poids, prendre en charge en fait la scolarité de leurs enfants. C'est pareil pour les hôpitaux aussi, qui sont devenus, on les appelle publics, mais qui sont payants. Parce que si vous partez pour une consultation prénatale, vous allez devoir payer vos carnets, payer en fait chaque fois que vous venez pour l'échographie, pour tout. Et quand il faudrait accoucher aussi à la maternité, il faudrait payer même les désinfectants, même les gants. Voilà, en cas de maladie, il faut payer jusqu'au cathéter. Quand vous avez le paludisme qui est très fréquent quand même, en cas de maux de tête, il faut payer votre aspirine, il faut payer même pour avoir une ordonnance. Donc, du coup, nous avons des hôpitaux dits publics, mais qui ne sont pas du tout publics. Nous avons aussi des écoles dites publiques, mais qui ne le sont pas du tout, oui, dans les faits. Tout à fait. Alors peut-être pour finir, parce que on a parlé aussi de votre manière de filmer ces hommes. On a eu une discussion un peu plus large, cinématographique, sur vos partis pris de mise en scène. Et nous sommes même allés très loin, jusqu'à penser, dans l'histoire du cinéma, il y a longtemps, aux femmes qui ont filmé les hommes, et surtout que le film commence par ce gang qui s'appelle Hitler. Donc tout de suite, nous, cinéphiles, on a dit tiens, il y a une femme en Allemagne, cinéaste, et qui a filmé des hommes. Elle était nazie, enfin elle était nationale-socialiste, et elle elle exaltait la force physique des hommes. Je parle de Leni Riefenstahl. Est-ce que... et après, on a dit pourquoi ces hommes sont filmés, comment ils sont filmés. On a compris que, voilà, à mesure que le film avance, il y a quelque chose comme une douceur et comme
voilà, et qui est tout à fait contraire justement à la démarche de la cinéaste allemande. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... D'abord, est-ce que c'était conscient dans votre tête, ça? Est-ce que vous avez pensé à ça ou c'est venu tout seul, d'une part? D'autre part, pourquoi ce parti pris de la proximité des corps? Je pense que pour quelqu'un qui a déjà regardé mes films, que ce soit mes films d'école, à savoir Moi et ma maigreur, Oui. Savoir faire le lit ou Arbre sans fruits, j'ai une relation particulière avec le corps, en fait. C'est ça. J'aime filmer le corps, en fait. Le corps d'abord, corps de séduction avec Savoir faire le lit. Arbre sans fruits, corps de maternité. Et avec Zender aussi, un corps, en fait, comment on appelle ça, corps meurtri. Corps de la violence, mais aussi meurtri quelque part. Oui. Donc, c'était évidemment réfléchi. Dès au départ, c'était clair, en fait. Même dans mon projet, j'étais clair par rapport à comment je vais utiliser le corps de ces jeunes-là, de comment je vais en faire une sorte de tableau, en fait, pour exposer la violence sans vraiment l'exposer de façon crue, via des bagarres, via du sang, mais plutôt, en fait, en filmant les corps sous forme de tableau, en fait. Donc, c'était vraiment un parti pris. Dès au départ, en fait, j'étais consciente. Je me suis assumée, voilà comment je vais le filmer. Mais maintenant, pourquoi je le filmer ainsi? Parce qu'il faut que j'avance, en fait, dans ma logique, celle qui voudrait, en fait, choquer au début, certes, d'où, par exemple, la première séquence avec les drapeaux nazis. Mais plus on avance, on se rend compte qu'en fait, c'est des gens qui sont en train de sortir une voie de sortie, mais aussi qui sont en train d'aller vers la question de la rédemption. Et pour moi, aller vers cette question de rédemption, je pouvais la montrer aussi à travers, en fait, comment on appelle ça, ces cicatrices qui, pour moi, rentrent dans leur passé, même si ça va rester une empreinte, en fait, sous forme de cachet, des corps tamponnés, des corps cachetés, en fait. Donc, voilà comment je le voyais, d'où ma façon de filmer comme ça et au montage de façon progressiste pour arriver à ce que je voulais, en fait, comment on appelle ça, et montrer dans le film. Ben, très bien. Merci beaucoup Aïcha Baki. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci beaucoup pour ce film réellement riche, intéressant, et édifiant. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe du festival et des festivaliers beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Et Lionel, j'attends ton film, hein. J'attends les liens. Pas de souci, avec plaisir. Je te renvoie. Ok, au revoir, je te souhaite un bon séjour. Profite bien. Tu étais hébergé où? J'étais hébergé à... Comment on appelle ça? Je ne sais pas, je suis hébergé chez les catholiques? Oui, chez les catholiques, voilà. Je cherchais le nom. Cet endroit. Au couvent. Peut-être dans ta chambre, on ne sait jamais. Ça m'a inspiré le film. En fait, j'ai dit, je vais faire un film, les sœurs en Christ et les sœurs en prophète. Les sœurs en Christ et les sœurs en Mohamed. Parce que quand on était là-bas, Amina et moi, on sortait avec notre voile comme ça. Et j'ai rencontré les sœurs et c'était très convivial de voir le croisement qu'on faisait chaque matin, chacune avec son voile mis différemment. Là, tu vas être dans la fiction, alors. Tu n'es pas dans le documentaire, j'imagine. Bon, on te verra en attendant dans le documentaire quand même. Continue de faire des films sur Zender. Et après, on verra ça. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Bonne journée. Ciao. Ciao. Voilà. Bon, donc revenons. On a le temps. Oui. De présentation. Parce que, bon, de toute façon, moi, je suis là. Elle n'est pas là. On va partir ensemble de toute façon. Ça. Donc, on en était là. Donc, tu disais que c'était à la suite de la mort, de la mort de ton grand-père que tu as eu l'idée, en fait, de filmer. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser, c'est des vaudous? C'est quoi la religion de cette, en tout cas, de cette famille-là? De cette famille-là. Cette dame-là, précisément, j'imagine que ses enfants ont choisi des voies différentes, mais elle, précisément, elle est vaudouisante. Je ne sais pas, elle est adepte de quel vaudou, parce que les vaudous, il n'y en a pas centaines, il n'y en a pas milliers, donc du coup, elle est quand même adepte vaudou. Et
et on l'a enterré selon les rites de sa croyance. Ce qui fait que rien ne s'est passé à l'écran. Parce que pour les enfants, même j'imagine, ça c'est moi qui le dis, même pour les enfants, n'étant pas de la congrégation, certainement qu'eux aussi on ne leur a pas tout montré, quoi. Ils ont juste fait ce qu'ils doivent faire avec le corps de leur mère. Et que je sais qu'elle est enterrée dans l'intimité de son couvent. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc il y a une partie du rite qui n'a pas été montrée parce que selon les règles, il faut que ça soit dans l'intimité, notamment l'inhumation proprement dite. Oui, l'inhumation proprement dite. Et alors cette histoire de l'argent, parce que c'est ça, ce qui a attiré nous notre attention. Évidemment, à part le côté festif, c'est parce que ça ressemble plus à un mariage qu'à un enterrement, que tu as expliqué. Tu as dit parce que une femme, elle est quand même âgée. Si c'était une personne plus jeune, ça aurait été quand même plus triste et moins festif. Et moins festif. Oui, non, ça n'aurait pas été festif du tout. C'est-à-dire que on fait honneur à l'âge au fait. On fait honneur à l'âge parce qu'on estime que c'est une personne qui a vécu, elle a eu la chance de vivre des choses et puis voilà. C'est-à-dire que nous, on a un respect religieux pour l'âge. On a un respect religieux pour l'âge. Donc, quelqu'un qui est d'un grand âge, franchement, il est presque vénéré, quoi. Bon, eux, ils disent 130 ans, mais... Bon, je suis sûr que c'est exagéré. Oui. Et moi, je me dis, elle est au moins centenaire. Après les 30 ans, savoir quoi, ils ont dit c'est plus ou moins quoi. Donc je dis, je lui mets 100 ans, plus ou moins 100 ans. Donc c'est déjà beaucoup. Alors si, oui, c'est déjà pas mal. Oui. On aimerait bien. Et alors, l'argent, parce que si ça a toujours été comme ça, c'est dans la tradition, c'est-à-dire ce côté festif, si ce côté festif a toujours existé, là, ce qui est frappant, c'est l'argent, c'est-à-dire cette course à la collecte de l'argent auprès des frères, auprès des cousins, etc., cette transaction, discussion interminable avec tous ceux qui participent, quoi, c'est plutôt récent ou pas? Oui, ça c'est récent. Je veux dire, l'intention a toujours existé. Ça c'est lié à la perception sociologique de la mort chez nous, qu'on estime que quelqu'un qui est mort à un grand âge est rentré à la maison. Mais après, l'idée d'en faire toute une festivité où il faut mettre de l'argent, moi je crois que c'est le Mathieu Vu qui est né avec, je ne sais pas comment le situer dans le temps, mais à un moment donné, tout le monde veut enterrer son parent mort pour montrer à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale pour montrer à l'autre, est-ce que tu as vu comment j'honore mon papa qui est mort, comment j'honore ma grand. Donc du coup, chaque fois, c'est une sorte de compétition quand l'autre veut faire toujours plus grand que... Et voilà, c'est comme les mariages, enfin comme les fêtes, toutes les cérémonies. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est ça. Donc on veut impressionner l'autre, c'est ça. On veut impressionner l'autre. C'est là où moi je trouve que c'est quand même un peu dément, quoi, d'accorder autant d'énergie, d'argent même si on estime qu'il faut honorer son mort, je ne suis pas contre, mais après, est-ce qu'il faut le faire pour se retrouver à la rue? Parce qu'il y a des gens qui s'endettent énormément pour ça. Et après des enterrements, il y a des gens qui sont obligés de fuir, quoi. Parce qu'ils sont ils croulent sous les dettes et puis ils ne peuvent plus s'entretenir. Moi, mon papa, la réunion par laquelle commence mon film, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, la réunion par... Bon, la réunion par il y a une réunion familiale, ça dit que... Ça commence par une réunion, on commence à discuter, toi tu vas combien donner, toi combien... Voilà, donc on fait une liste. C'est même à cette réunion qu'on décide des couleurs qu'on va donner à la cérémonie parce que est-ce qu'on a envie de faire les choses sobrement ou est-ce qu'on a envie de faire les choses avec faste. Donc de toute façon, il s'est toujours tiraillé parce qu'il y a toujours une certaine jeunesse qui veut vraiment faire le faste et il y a toujours les personnes plus âgées qui sont modérées parce qu'ils ont moins de moyens, ne peuvent pas suivre le rythme. Mais finalement, c'est eux qui se retrouvent à faire face à toutes les dépenses. Oh, c'est déjà arrêté. C'est déjà arrêté par la grande famille parce que la famille chez nous, elle est très grande. Ce n'est pas seulement la famille nucléaire, quoi. C'est une réunion où il y a souvent les tantes, les cousins, tout le monde. Et puis voilà, chacun, il va de sa proposition, on note tout, on arrête une somme.
et qu'il faut rassembler par des cotisations. Mais finalement, il y a des gens qui se retrouvent à ne jamais donner cette cotisation. Et donc, du coup, toi qui es le responsable à qui on a confié ça, c'est toi qui te retrouves finalement face à tout ça parce que tu es le fils aîné de la dame ou bien tu es l'aîné des enfants. Généralement, c'est l'aîné des enfants qui se retrouvent et peut-être celui qui a le plus de moyens. C'est ça. Parce que voilà, c'est aussi ça, quoi. Et donc ça, ce phénomène-là existe seulement dans cette région-là, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de... Non. C'est-à-dire que Porto Novo, il est, comment je vais dire, l'épicentre de cette façon d'enterrer les gens. Parce que quelqu'un qui vient du nord du Bénin, Oui. c'est sûr qu'il n'a jamais vu un truc comme ça. Hein. S'il n'a pas vu ça à la télé, ça veut dire que ça va être totalement étranger pour lui. Mais c'est au sud du Bénin, notamment dans l'Ouémé, dont Porto Novo est le chef-lieu. Parce que c'est parti de Porto Novo pour gagner les environs. Mais nous, les Porto Noviens, on dit que nous sommes des agor-loutons. Je ne sais pas si vous avez fait agor, les mangeurs de agor. Agor, vous avez vu ça, c'est la réception de la fin, après l'enterrement. Et la réception où on mange. Donc c'est ça qu'on appelle le agor. Donc nous sommes des mangeurs de agor, ça veut dire qu'on fait la fête, quoi. Et donc du coup, je n'ai pas su comment traduire ça en français, mais c'est passé, si vous faites attention, c'est passé dans le sous-titrage. Et le monsieur Honoré disait on va manger agor, on va manger l'agor. Ça veut dire que bon, moi pour être vraiment très proche de ce qui se dit, et je me dis à l'occasion, je donnerai plus de détails dans les discussions, dans les échanges comme ça, mais c'est ça, quoi. Donc, cette expression même, c'est très identitaire de Porto Novo. Quand tu dis que tu es Porto Novien au Bénin, on va dire ah, ça, c'est les mangeurs du agor. Ouais, donc, ça veut dire que c'est les gens qui enterrent avec faste, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je ne sais pas si vous voulez poser des questions, allez-y. Est-ce qu'ils ont vu le film? Oui, le film est passé, même à Porto Novo. Oui. Le film est passé, les gens ont beaucoup aimé, ils se sont reconnus dans le film. En fait, le film, c'est un miroir que je présente là. C'est un peu comme ce que fait Aïcha chez elle. Mais nous sommes une génération de documentaristes aujourd'hui qui avons compris qu'il faut mettre nos sociétés, en tout cas on a les moyens, on a appris à faire du cinéma, donc tant qu'on peut le faire, on le fait. On essaye de mettre nos sociétés face à elles-mêmes et à ces, comment je vais dire, à ces exagérations, quoi. Je sais pas, à ces excès. Voilà, à ce qu'on peut lui reprocher aussi, quoi. Moi, je ne reproche pas, mais au moins, je présente Porto Novo ou Porto Novien de mon point de vue. Et donc, du coup, j'espère que, voilà, ils en ont ri, mais j'espère que... Parce que le film, si vous le regardez en Porto Novien, comme ça parle la langue, il y a beaucoup d'autodérision chez nous. Il y a beaucoup de... Donc, du coup, ils vont le voir, ils vont en rire, mais j'espère que... La langue qui est parlée, c'est laquelle? Oui, c'est le Goum. C'est le Goum. Le Goum. Oui, le Goum. Donc, voilà. Le film, il est fait sur ce ton, voilà, pour accrocher et aussi pour poser la question, quoi, de est-ce qu'il faut continuer comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est aussi un point d'interrogation, quoi. Sur ce rapport entre... Parce qu'il y a des moyens, il y a d'autres moyens de le faire, et c'est dit dans le film. Il y a un monsieur qui disait que lui, quand sa maman est morte, il a évité, comment on appelle, il a évité la morgue. Quand son papa aussi est mort, parce que ça c'est un truc qui bouffe beaucoup. Vous savez, mon film, il a été... C'est-à-dire que la diégèse du film tient sur 9 semaines. C'est-à-dire que quand la personne décède, on la met à la morgue pendant 9 semaines, alors que tous les jours de morgue est facturé. Ouais. Et donc, du coup, alors que l'idée, c'est quoi? On met la personne à la morgue parce qu'il nous faut, elle est née, elle est morte âgée. Donc, il faut du temps pour trouver les moyens d'organiser la grande fête. Entre-temps, ces moyens qu'il faut trouver comprennent le paiement de la morgue aussi, oui, parce que ça va être chiffré. Oui, oui. Et donc, du coup, c'est ça, quoi. Donc, plus le temps qu'on passe à chercher de l'argent, oui, et plus, voilà. Plus c'est ça. Et donc, il y a des gens qui font leur business dans ça, parce que les funérariums à Porto, ça pousse comme des champions. Les gens ont compris que notre sport, ouais, là-bas, c'est l'enterrement. Donc, les gens font leur business. C'est pour ça que le film, au début, voulait s'appeler l'industrie de la mort. Ah oui. Oui, mais finalement, voilà, j'ai préféré, être plus neutre. Voilà, c'est ça. Mais combien de salles de cinéma il y a au Bénin? Au Bénin, avec les ajustements structurels qu'elle a évoqués tout à l'heure, toutes les salles sont fermées. Fermées?
toutes les salles au Bénin sont fermées. C'est maintenant avec Canal Olympia que Bolloré est en train d'ouvrir dans les capitales ouest-africaines qu'il y a possibilité d'aller voir du cinéma en salle. Sinon, il y a des instituts comme l'Institut français où on peut montrer nos films, quoi. Mais maintenant, il y a des petits ciné-clubs qui ouvrent par-ci, par-là, des cafés, cinéma. Mais toi, ton film, tu l'as montré Moi, mon film, c'est que il y a eu des festivals. D'accord. Et c'est passé dans 2 festivals déjà. C'est passé dans un festival à Ouida. C'est un nouveau festival, même c'était sa première édition. C'est un festival tournant. Et la première édition a eu lieu au Bénin. La deuxième édition aura lieu en Guinée, je crois. Et donc, du coup, ça a réuni un certain nombre de pays quand même dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis, voilà, et ils ont vu le film et ils ont aimé. Après, il y a eu un deuxième festival à Porto Novo même, où le film a été sélectionné, qui a fait même l'ouverture de ce festival-là. Les Porto-Noviens l'ont vu, l'ont aimé, même les personnages étaient à la projection, ils ont pu faire des échanges avec le public et tout. Et là, j'ai reçu, étant ici, j'ai reçu l'information que le film est sélectionné pour un 3e festival, Lagune Image, qui fête effectivement son 20e anniversaire aussi cette année. Où ça? À Cotonou, c'est créé par Monique Foba. Je ne sais pas si vous connaissez Monique Foba. Monique Foba, elle est documentariste, elle est congolaise, mais elle est restée longtemps à Cotonou. Elle a mis sur pied un festival qui s'appelle Lagune Image, qui avance bon la main. C'est sa 20e année. Oui, c'est sa 20e, mais c'est une biennale, je crois. Donc, mais c'est la 20e. Eux, c'est la 10e édition. Donc, ils sont le festival est dans sa 20e année, quoi. Mais c'est la 10e édition. Donc, le film a été sélectionné. Donc, ça veut dire qu'il va être vu par des Béninois. Donc, et ailleurs qu'au Bénin, il est passé. Oui, il est passé quand même. Je crois que c'est son 10e festival ici, quand même. Hein. C'est son 10e festival ici, quand même, quoi. D'accord. Et il est passé à Gadi, il est passé à Lausanne, il est passé même à New York, au New York African Film Festival. Il est passé, donc en tout cas, il tourne un peu quand même. Oui, et comment il est, la réception? C'est toujours comme ici, hein. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire pour le monde occidental, c'est-à-dire que on parle de mort, mais ça ne pleure nulle part, ça fait que festoyer. Et puis, donc, du coup, ça suscite beaucoup de débats. Et puis, voilà, j'essaie d'expliquer comme je peux, quoi. Mais tout part de notre vision de la mort. La mort chez nous n'est pas fondamentalement triste. Sauf quand la personne n'a pas suffisamment vécu, quand on estime qu'il n'a pas suffisamment vécu. Et actuellement, tu es sur un autre projet? Oui, actuellement, je vais commencer un tournage en janvier prochain. Ça s'appelle Le Bénin, la béninoiserie et moi. C'est le titre. Parce que je vais questionner un concept qu'on appelle béninoiserie. C'est nous les Béninois qui avons inventé ce concept-là. Mais c'est un concept péjoratif. Essentiellement péjoratif, quoi. C'est-à-dire que quand un Béninois traite une action d'un autre Béninois de béninoiserie, c'est que c'est mauvais. C'est rien, il faut s'attendre. C'est comme quand on dit chinoiserie. Mais la chinoiserie, on voit ce que c'est. Ça veut dire que c'est du toc, c'est du. Comment on appelle? C'est du fruit. C'est de l'imitation à la chinoise. Et puis, c'est pas fait pour durer longtemps dans le temps, quoi. On parle de maroquinerie aussi, qui est quand même plus positif. Je pense que c'est lié à l'art traditionnel du Maroc. Mais nous, les Béninois, la béninoiserie, c'est dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret qu'on peut toucher et dire que c'est ça la béninoiserie, quoi. Donc, du coup, c'est des faits. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé en France depuis 2018. Je viens avec de petits trucs du Bénin. Et chaque fois qu'on me demande ce que c'est, je dis c'est une belle béninoiserie, c'est une joviale béninoiserie. Or, je n'ai jamais entendu des adjectifs comme ça accompagner le mot béninoiserie à l'intérieur du Bénin. Et comme je suis en colocation avec un ami qui veut découvrir le Bénin, qui va en visite prochainement au Bénin, j'ai dit, comme je vais être son éclaireur et l'amener partout dans le Bénin, les attraits touristiques et tout, pourquoi est-ce que je ne profite pas de notre pérégrination pour filmer la béninoiserie, donner la parole aux Béninois qui vont nous recevoir. Parce que j'ai opté
pour habiter chez l'habitant quelques jours, 2 jours, 3 jours. Donc, filmer comment est-ce qu'on vit, en fait, créer le débat autour de la béninoiserie, comme ils racontent leur expérience. Béninoiserie ou béninoiserie? Oui, béninoiserie. Ouais. D'accord. Donc, voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, maintenant, sur le plan artistique aussi, je connais pas mal d'artistes, de ceux qui font, en tout cas, les arts plastiques en général, j'en connais pas mal. Donc, du coup, je veux aussi qu'ils s'expriment aussi et à travers leurs arts sur la béninoiserie. Donc, je vais donner l'occasion à chacun de s'exprimer à partir de son art sur la béninoiserie. Et puis après, je verrai comment raconter une histoire avec tout ça. Et au montage, c'est un film qui va s'écrire. En tout cas, votre film n'est pas de la béninoiserie. Ça peut être. C'est pas de la béninoiserie. J'en sais rien. Donc, on vous le recommande vivement. Et puis, merci Lionel. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous. De toute façon, vous serez là aussi pour le débat. Oui, tout à oui. Voilà. Oui, c'est demain. C'est demain. Ah oui, demain, oui. Aujourd'hui déjà, on va... On se retrouvera, je ne sais pas, avec moi ou avec Olivier, de toute façon, voilà, pour continuer. Oui, je serai là pour le débat, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, merci beaucoup.